Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au mercato de la Juventus 2021-2022. Pour en discuter, nous avons autour de la table une vraie équipe de folie, les amis. Beau gosse, moustachu, son rêve, présenter Téléfoot torse nu aux côtés de Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler d'Elvin, le pourvoyeur d'informations juives en France. Salut Elvin, comment tu vas mon pote? Quelle, quelle présentation, là. Salut à tous. Salut à la famille Toutillou. Ah, ça me fait plaisir d'être avec toi ce soir. Je te jure, tu nous as manqué, Elvin, hein. Franchement, plus Ah, jamais une absence aussi longue, hein. Non, je plaisante. T'es super bien, t'es super occupé. Je sais qu'en ce moment, tu relis beaucoup d'informations. Merci beaucoup de le faire et franchement de donner toutes ces informations à notre communauté, surtout en France. C'est bien. Il faut continuer et c'est super. Allez mettre des petits pouces sur la chaîne d'Elvin. Il est monétisé là depuis quelques temps. Donc, en fait, il a atteint les 1000 abonnés. Donc, donnons-lui de la force. Pour qu'il puisse enfin encore nous donner plus d'informations, etc. C'est super. Merci Elvin en tout cas pour tout le travail que tu fais et que tu relis. C'est formidable. À la recherche d'un individu chaussé de baskets rouges qui lui a dérobé des effets personnels dans sa voiture, le pickpocket de 7 n'a pas intérêt à montrer le bout de son nez, sous peine de passer un mauvais quart d'heure entre ses mains. Notre héroltais, vexé et en colère, sera toutefois parmi nous ce soir pour parler de la Vecchia Signora. Il s'agit bien évidemment de Lionel. Salut Lionel, comment tu vas mon pote? Salut! Mais génial, ça va bien. Reparler de la Juve, toujours un plaisir d'être là. Donc, on va s'amuser, on va se régaler. Punaise, t'as vu, enfin, ce qui t'est arrivé, c'est vraiment dégueulasse, Ah, quoi. c'est pas très grave, on en rigole maintenant. C'est pas très grave. Ouais, vaut mieux en rigoler. En tout cas, je suis content de t'avoir avec nous ce soir, ça fait plaisir. Bientôt les Moi vacances, aussi. Lionel, ou pas du tout? Toi, c'est un peu plus tard, toi? Fin, fin août, ouais, fin août, début septembre. Ah, enfin, faut que ça arrive, là, parce que là, franchement, on arrive tous en bout de course, hein. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Et ça fait toujours plaisir pour notre travail. Merci, les amis. Un programme chargé nous attend, les copains. On vous fera un point sur la situation, sur l'ensemble de l'actualité Mercato Juventina grâce à Elvin, mais aussi à Lionel qui suit beaucoup l'actualité en ce moment. Mais avant tout, j'aimerais avoir l'avis de nos chroniqueurs sur les deux sondages que nous avons réalisés récemment sur Twitter. Le premier sondage à la question: êtes-vous confiant pour cette nouvelle saison qui s'annonce sous l'ère Allegri? Vous avez tous y répondu majoritairement positivement, donc oui à 84%. J'aimerais avoir ton avis, Elvin, sur cette nouvelle saison qui s'annonce et le retour d'Allegri qui a commencé en date du 14 juillet, de la fête nationale. On l'a fêté, nous en France, le retour d'Allegri. Comment est-ce que tu le vois un petit peu, ce retour? Est-ce que tu penses que déjà, ça sera un peu mieux que l'année dernière? Les feux d'artifice, c'était pour ça d'ailleurs, non? D'ailleurs, exactement. C'était exprès. On avait prévenu la France entière pour le retour d'Allegri. Non, moi C'est j'ai envie ça. de te dire, est-ce que la Juve peut faire pire que la saison dernière? Je pense pas, parce que la saison dernière, c'était proche quand même de l'un une des plus grandes déroutes de l'histoire de la Juve, surtout quand vous savez que l'effectif qu'elle avait. Donc, est-ce qu'elle peut faire pire? Je pense pas. Donc, il y a tout pour espérer qu'elle fasse mieux. Puis après, on connaît le mariage Allegri Juve. Donc, non, je pense qu'il faut être optimiste. Et peu importe le mercato, j'ai envie de dire. Ouais, alors en tout cas, le point positif, c'est que cette année, il y aura vraiment une préparation physique puisqu'ils sont arrivés bien en amont et ça, c'est hyper positif, en tout cas pour l'équipe et pour la Juventus. Donc, on va avoir normalement des joueurs pas très frais quand ils vont arriver début septembre parce qu'il va falloir absorber cette préparation physique. D'ailleurs, je tiens à préciser que début septembre, on va faire un live avec un préparateur physique de folie, les amis, pour vous expliquer un petit peu la mécanique d'un joueur de football. Un copain à moi qui fait partie aussi des kinés de l'équipe de France, de futsal, etc. Donc une pointure dans son domaine et qui est spécialisé sur le football. Et ça me fera plaisir de l'inviter. Donc si vous avez des pépins physiques, vous pouvez même venir dans le chat et poser vos questions. Lionel, toi de ton côté, l'ère Allegri, qu'est-ce que t'en penses, mon ami? Ben moi, tu sais que vous savez que je suis un très grand fan d'Allegri, donc son Ah retour, bon? j'étais très heureux de le voir. Ah oui, ah oui. Donc, par rapport à Pirlo l'année dernière, je pense que ça va énormément changer Ouais, parce que l'effectif est quasi le même. Donc, on va voir la différence entre un entraîneur qui, à l'époque, était quand même top 5 mondial quand il était à la Juve durant ses 5 premières saisons et un ouais. entraîneur débutant. Donc, on va voir Mm.
comment ça va se goupiller, tout ça. Après, tu parlais de préparation physique. Alors, préparation physique, cette année, ça va être quand même un peu bizarre parce qu'il y a les internationaux qui sont pas là. Donc, ils vont arriver petit à petit et il y en a certains qui vont arriver que 15 jours avant le début du championnat. Donc, C'est vrai. ça va être un peu aussi complexe à gérer pour Allegri, mais il a déjà fait à l'époque parce qu'il y avait les Coupes du Monde, il y a eu les Euros, Ouais, il y a eu l'Euro exactement. 2016, la Coupe du Monde 2018. Donc, il a réussi à gérer ça aussi. Donc, ouais, ça va être un petit peu bizarre comme préparation physique, mais je ne doute pas que dès le début du championnat, avec les gros matchs qu'il y a, la Juve sera prête. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, j'en suis persuadé. On me disait ce matin que l'intensité aux entraînements, les amis, elle est folle. Hein. Faut savoir que Allegri, Ouais. il est venu, bon, évidemment pas pour rigoler, mais la Juve, 90% des entraînements depuis le début, donc depuis le 15, parce que le 14, c'est visite médicale, depuis le 15, c'est Ouais. 2 entraînements par jour, à l'exception de 2-3 jours. Quand je dis 2 entraînements, c'est pas forcément toujours sur le terrain. Par exemple, cet après-midi, les joueurs se sont entraînés l'après-midi en salle. Mais il y a une énorme intensité et il va falloir la supporter pour la plupart de joueurs qui sont actuellement sous Allegri, qui n'ont pas l'habitude de jouer au niveau, c'est-à-dire les Under 23, c'est des joueurs de l'équipe première, il y a McKennie, Dybala, et bon, il y a Demiral qui est arrivé, mais sinon, c'est que des jeunes. Donc, il va falloir fortement s'y habituer. Il fait actuellement chaud à Turin, donc c'est des détails importants. D'où aussi la surcharge musculaire de Dybala, qui a, on m'a dit, fortement travaillé aux États-Unis. L'intensité était dingue. Et peut-être que la Juve a mal pris en compte ce petit argument-là. Mais rien de grave pour Dybala. Mais en tout cas, une chose est sûre, les joueurs vont devoir s'habituer parce que d'ailleurs, le staff d'Allegri a décidé de rester à la Cantina, ça va pas aller dans d'autres pays pour s'entraîner. Mais avec les fortes chaleurs et l'intensité dingue, ça va être quelque chose d'impressionnant. Ouais, je tiens à remercier aussi le chat hein, ce soir. Excuse-moi, Elvin. Il y a Enzo qui nous fait un petit coucou en tout cas de l'Espagne. Salut Enzo. Non, le live va pas durer 5 minutes parce qu'on va pas parler que de mercato, mais on va parler également de un peu des contrats en cours aussi également, ceux qui vont peut-être partir parce que on a des petites informations. Rien de folichon, mais en même temps c'est toujours intéressant d'en parler. Et surtout, ça nous fait plaisir de pouvoir reparler de la Vecchia Signor avec vous. Et même au pire des cas, j'ai envie de vous dire, même s'il dure pas longtemps ce live-là, eh ben ça me fait plaisir de parler de la Juventus. Et pour ceux qui voudront, ça sera un petit format court demain pour réécouter avec au petit déjeuner avec les tartines. Je tiens également à remercier Sylviane qui est ici, Gégé la Parisienne. On a vu Charua aussi qui est dans le live. On a vu, je veux pas louper tout le monde, hein, Del Piozo, Vito, ciao Vito, je t'ai vu aujourd'hui, Dark Monster 451, ça fait plaisir de vous avoir les amis, il y a des nouveaux. Et puis voilà, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Bon allez, on commence sur le deuxième sondage, on le fera un petit peu après, c'est qu'en fait il y a eu plusieurs offres sur Chiesa et du coup on l'abordera lorsqu'on traitera la ligne offensive. Il y a eu deux offres hein, sur Chiesa, une de 80 et une de 100 millions d'euros. Et on a posé la question si vous êtes prêt, en tout cas, à le voir partir ou pas, et pour combien entre 80, 100, 150 ou jamais de la vie. Majoritairement, vous avez répondu jamais de la vie. On donnera notre avis nous un peu plus tard. Sur la ligne défensive, j'ai envie de te dire le premier poste, c'est le poste de gardien. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trouvé notre bonheur? On parle beaucoup de Perrine qui va venir en tant que deuxième gardien. Qu'est-ce que tu en penses, Elvin, toi qui suis un peu le sujet? Je pense que la ligne défensive, à la 98%, ça sera celle-ci. Chesney restera, Pinsoglou a prolongé restera. Le point d'interrogation, c'est Perrine, mais de ce qu'on sait, Perrine va rester. Et puis, simplement, avec la nouvelle stratégie de la Juve, c'est-à-dire ne plus envoyer en prêt pour payer les salaires hein, des joueurs, Mhm. il n'y a pas l'intérêt d'aller se séparer de Perrine si celui-ci n'a pas d'offre. Et à l'heure actuelle, il n'en a pas. Après, c'est vrai que Perrine veut jouer numéro 1. Et selon moi, c'est un numéro 1 la capacité pour jouer numéro 1, puisque pour moi, jouer numéro 2, il faut le faire, il faut savoir le faire surtout, parce qu'on ne Ouais. joue pas beaucoup de matchs, il faut avoir les capacités de le faire. Donc j'ai envie de dire à Perrine, désormais, qui d'ailleurs s'entraîne extrêmement dur et s'entraîne très très bien. La Cantina, c'est un des joueurs qui s'entraîne le mieux. Et donc qui aujourd'hui doit faire le maximum pour tenter d'avoir une concurrence avec Chesney. Est-ce que j'y crois réellement que cette concurrence? Non.
Mais en tout cas, Perrine a les capacités pour devenir un bon gardien, pour devenir un gardien d'Ajuve. Donc j'espère qu'il sera au niveau. Mais comme je te dis, à 99%, cette ligne de trois gardiens, ça sera celle-ci. Ouais. Donc Pinsolio, Perrine, qui va potentiellement rester en deux. Peut-être qu'il aura la capacité cette année de se battre un petit peu contre Chesney pour essayer de prendre une place de numéro un, parce qu'on n'a pas été l'année dernière très convaincu. Et Chesney n'a pas été très convaincant non plus. On sait qu'il a eu certains matchs où en fait il avait du mal à relancer au pied, des erreurs en tout cas de main, des relances dans l'axe, etc. Et on sait que Allegri aime bien relancer de derrière et qu'il cherche quand même un, un joueur avec une vraie technique au pied. Donc moi j'ai toujours bien aimé en tout cas son explosivité à Perrine, et c'est vrai que quand il joue avec de la continuité, il est toujours meilleur que quand on joue numéro 2. C'est un peu finalement le poste de gardien de but qui est comme ça, hein. C'est vrai, c'est vraiment assez compliqué. Bon retour Enzo Solo Juve. Toi Lionel, qu'est-ce que tu en pensais un petit peu sur ce poste de gardien? Ben, en fait, Allegri c'est ce poste où Allegri a ses trois quasi sûrs. Parce qu'en défense, en milieu, en attaque, il manque les internationaux. Hmm. Là, il a déjà ces trois pour pouvoir travailler. Attention à Perrin, parce que comme le disait Elvin, il a des envies d'être premier gardien. Et l'Atalanta a prêté Golini là, aux Spurs. Donc peut-être que l'Atalanta, s'ils cherchent un gardien, ils peuvent se tourner vers Perrin. Et voilà, Arriva Bene et Tirobini ont bien fait comprendre que maintenant, les prêts où on paye la moitié du salaire, tout ça, c'est fini. C'est soit c'est une vente définitive, soit c'est prêt, mais tout est pris en charge par le club qui veut le joueur. Donc ça peut être une. Alors, il n'y a aucune info là-dessus, hein, mais je dis ça peut être une piste au cas où Ouais. si l'Atalanta cherche un gardien, Perrin peut être un gardien qui va très bien pour ce club. Ouais. On passe à la ligne défensive, les amis, pendant que je mets ma batterie. J'ai complètement oublié de mettre ma batterie sur mon ordinateur, donc du coup, désolé. De toute façon, Euh, juste pour revenir au gardien vite fait, c'est que la Juve cherche pas un deuxième gardien. C'est-à-dire qu'elle est convaincue et satisfaite d'avoir Perrine en deuxième gardien. Pareil, il est où l'intérêt pour la Juve d'essayer d'aller vendre Perrine alors que celui-ci n'a pas d'offre et que globalement on parle d'un deuxième gardien qui peut être bon. Après, moi je parle dans l'aspect purement du poste. Pour moi, Perrine est un gardien numéro un qui est le jeu numéro un. C'est-à-dire qu'il faut avoir certaines qualités pour le jeu numéro 2. Mais évidemment, avoir Perrine en tant que deuxième gardien, c'est quand même un luxe. Bah oui, C'est parce pas qu'il un est, gardien. ouais, il est numéro 2 clairement. ou numéro 3 de la Squadra Azzurra quand il était à Genoa. Donc c'est rare d'avoir un international numéro 2 de ce niveau-là. Ouais, ouais, complètement, complètement. Je vois qu'on a des petits problèmes avec le chat. Je vais essayer de régler ça. En tout cas, on va passer sur la ligne défensive. Sur la ligne défensive, les amis, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a eu un petit nouveau qui est arrivé, qui s'appelle Solberg, c'est ça, hein? Ou Dolberg, je me rappelle plus. Solberg, qui Solberg. a 16 ans, et qui est en fait un bon timing, qui vient renforcer l'équipe U23 en tout cas, qui a un bon timing, qui se place bien et qui a une bonne agilité en tout cas au niveau de pied. Techniquement, il est très doué sur la relance. Donc, potentiellement, je pense que peut-être qu'on le verra arriver, en tout cas sur cette année. La question, c'est plutôt Elvin et toi, Lionel, je sais pas, un de vous deux, Demiral. Qu'est-ce qu'on en fait du coup de ce joueur? Est-ce Alors, qu'il part? Est-ce Demiral, qu'il gagne? alors, Demiral, là, aujourd'hui, il y a eu une information comme quoi Tottenham se rapproche de plus en plus de Romero à l'Atalanta. Il y aurait une offre qui tourne entre 50 et. Alors, l'Atalanta voudrait entre 50 et 55 millions et Tottenham est en train de négocier et ils ont déjà un accord avec le joueur. Donc, si D'accord. Romero part à Tottenham, le remplaçant que Gasperini voudrait, ça serait Demiral. Donc, la Juve voudrait pas moins de 35 millions pour lui. Donc, Ouais. ça peut être une destination que Demiral accepte parce qu'ils jouent quand même Mhm. avec des champions et c'est quand même un des meilleurs clubs italiens depuis 3-4 saisons. Donc voilà, ça peut être un jeu de chaise musicale où Romero est racheté par l'Atalanta la Juventus, qui ensuite part à Tottenham et l'Atalanta récupérerait Demiral par la suite. Je ne sais pas si Alvin a des informations comme ça aussi.
Mais non, mais C'est ce pour que j'ai l'instant, vu aujourd'hui. c'est une suggestion. Mais moi, honnêtement, l'Atalanta, j'ai du mal à l'imaginer pour Demiral parce que, comme vous l'avez dit, la Juve va une vente à titre définitif parce que, bah, pas de prêt sur Demiral, du cash et 35-40 millions. Donc, déjà, l'Atalanta doit mettre 35-40 millions sur Demiral. OK. Et puis, il faut payer le salaire de Demiral. Je veux dire, Demiral va à l'Atalanta, ça sera, je connais pas exactement tous les salaires de l'Atalanta, mais peut-être le 2, 3e joueur le mieux payé du club. Donc, c'est une idée difficile à imaginer aujourd'hui. Mais après, c'est pas une porte à fermer, hein. Comme tu dis, si Romero part. Mais de ce que je sais, aussi Demiral aimerait plus un départ hors Italie, pourquoi pas la Première Ligue. Mais après, c'est une idée à pas fermer du tout, même si j'ai du mal à l'imaginer au vu du salaire et du prix de celui-ci. Ouais, on sait qu'il était intéressé, enfin en tout cas qu'Everton s'intéressait beaucoup aux joueurs sur le dernier mercato et qu'il avait, enfin, ça avait failli concrétiser, mais ça, c'était un peu trop tôt, un peu trop juste. En tout cas, nous on avait des besoins, en tout cas, pour avoir un quatrième défenseur central. Demiral contre Gossens, je lis dans le, ça serait magnifique, hein, Demiral contre Gossens, mais franchement, j'y crois pas. Par contre, on se prend quand même une belle banane avec Romero, quoi. Enfin, on l'a vendu Mais 15 millions d'euros et là, apparemment, on parle de 55 millions d'euros. Donc, j'ai envie de te dire, c'est quelle banane, quand même. Mais c'est sur la Ouais, continuité de la gestion de l'Atalanta depuis des saisons, des années, hein. Je veux dire, c'est des coups astucieux, c'est des coups minutieux. Je veux dire, là, on parlait d'Emiral, tout ça, mais imaginons que l'hypothèse soit concrète. Je veux dire, tu remplaces Romero par Demiral, là aussi, Hum. ce ne serait pas un mauvais coup, tu vois. Donc, il y a toujours une idée d'avance du côté de l'Atalanta. Il faut dire, au niveau de direction, ils sont quand même très, très solides. Et c'est pas un hasard si depuis 3 saisons, c'est peut-être derrière la Juve le meilleur club d'Italie, selon moi. Ouais, non, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, on peut souligner quand même la mauvaise gestion, en tout cas, de Romero, puisqu'aujourd'hui, on est sur un joueur avec Demiral qu'on voulait passer en tant que titulaire, qui n'arrive pas à faire ce saut de qualité-là, et qui a des velléités de partir parce qu'il n'arrive pas à faire, et en fait, il ne peut pas jouer en tant que titulaire, il n'arrive pas à se mettre dans le moule Juventus. On sait que Romero, on l'a sous-estimé et derrière, en fait, il est devenu MVP entre guillemets l'année dernière comme le meilleur défenseur de Serie A. Donc, quelle déception en tout cas pour le travail qu'on aurait pu faire, en tout cas la plus-value qu'on aurait pu apporter à la Juventus sur ce mercato-là. Côté gauche. Ah non, avant de partir sur le côté gauche, j'ai une question qui me taraude. En tout cas, je me pose la question. Qu'est-ce que vous pensez? Enfin, on a vu que on a vu que Bonucci et Chiellini ont fait un Euro incroyable. L'année dernière, en fait, on a vomi sur Bonucci. Est-ce que vous pensez que cette année, Bonucci aura sa place de titulaire avec Chiellini, ou alors Chiellini, en tout cas, va moins jouer que les matchs importants? Comment est-ce que vous voyez un peu cette physionomie euh, en charnière centrale au niveau de la Juventus, puisqu'on sait qu'Allegri va jouer plutôt avec un 4, avec une défense à 4. Ben, Bonucci, je pense que ça sera indéboulonnable. Là, la Gazzetta a parlé de 4 joueurs. Il y avait Bonucci dedans, donc je pense que Bonucci partira titulaire, à mon avis, avec De Ligt. Et Chiellini, qui a toujours pas re-signé, mais qui devrait re-signer quand même assez rapidement à la Juventus pour une saison, ferait une quinzaine, une vingtaine de matchs à la Juve cette année. Ce qui est bien, parce que son physique ne lui permet pas d'en faire plus, parce qu'on a vu à l'Euro, il a fait 2 matchs, il se blesse, après il revient. Donc je pense qu'il peut faire 2, 3 matchs d'affilée, c'est tout. Après son corps, il risque de dire non. Donc Ouais. c'est bien d'avoir 3 grands défenseurs comme ça pour pouvoir tourner. Et si Bonucci et Chiellini restent au niveau de l'Euro, c'est du très bon pour toute la saison. Mais pourquoi aussi ils avaient ce niveau? Parce qu'ils avaient un milieu de terrain qui était vraiment très fort devant et qui assurait le travail que cette année, à la Juve, il n'y a pas eu. Et donc après, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. Ouais. Et toi, Elvin, qu'est-ce que tu vois un petit peu, toi, en tant que Non, mais charnière centrale? bah, en tant que charnière centrale, pareil que Lionel, enfin, moi, je maintiens l'idée que j'ai depuis des années. Pour moi, Bonucci, peu importe ses performances, de par son statut à la Juve, il sera toujours titulaire. Délire, ça semblerait de la folie de pas l'imaginer titulaire. Et après, ouais, Chiellini va être là un petit peu pour la rotation quand il pourra jouer. Mais je me suis fait aussi cette suggestion durant l'Euro de me dire si Bonucci a un milieu qui est plus ou moins acceptable devant lui,
ça peut élever ses qualités qu'il a. Et on sait qu'à la Juve, depuis quelques saisons, la qualité du milieu est juste médiocre. Est-ce que ça excuse à 100% le niveau qu'il a depuis 2 saisons avec la Juve? Non. Mais ça peut aussi expliquer une petite partie. Et je pense que quand il y a des milieux qui sont présents, je ne demande pas d'avoir un milieu exceptionnel, mais avec un minimum de niveau, ce qu'a pas la Juve depuis des saisons, ça peut aider les nombreuses qualités, notamment de passe qu'a Bonucci. Ah, il y a une très bonne question de Kasser 6. Est-ce que c'est vrai la rumeur Ben Sebaini dans le viseur de la Juventus? Donc, c'est un jeune joueur d'origine algérienne et qui joue au Borussia Mönchengladbach et qui est défenseur central. Est-ce que tu en as entendu parler, toi, Elvin ou Lionel? Est-ce que vous en avez entendu parler de ça? Moi, ça me dit rien, perso. Non, il y a rien, strictement rien. Ok, il y a rien. Passons sur les ailes, les amis. Par Comment contre, est-ce que vous voyez? il y a une Ouais. idée qui a été faite de la Roma pour Ben Sebaini. Une réelle idée de la part de la Roma. Eh ben voilà, t'as ta réponse, mon ami. Arrière gauche. Bon, ça se dessine sur du Sandro, j'ai l'impression. Salut Janosevic. Ça se dessine sur du Sandro. Mais quid de Danilo, du coup, et de Quadrado? Est-ce que en fait, comment ça va s'organiser un peu tout ça? Moi, j'ai l'impression que Quadrado va peut-être reprendre va soit aller dans la défense en tant qu'arrière droit, soit remonter d'un cran. Mais pour le coup, Danilo, on le met où? Puisqu'en fait, on sait que maintenant c'est un défenseur de défense à 3. Qu'Allegri va jouer dans une défense à 4. Où est-ce que quid de Danilo, quoi? Où est-ce qu'on le met? Vous êtes posé la À question. droite. Enfin, j'ai essayé moi de les poser, mais À droite, et Allegri va travailler là-dessus. Il va essayer de le faire redevenir comme au niveau qu'il avait à Porto à l'époque. Et on a pu le voir que cette année, quand il joue beaucoup plus régulièrement, c'est quand même un très bon joueur dans l'axe. Et même quand de temps en temps il dépannait à droite, il faisait quand même le taf. Donc c'est un peu permuté avec Quadrado qui lui peut jouer arrière droit et qui peut jouer aussi milieu droit. Donc le côté droit pour moi ça va pas bouger, ça va être Quadrado, Danilo. Voir après s'il veut faire jouer Quadrado au milieu, ben, il peut faire monter un U23 remplaçant de Danilo. Ça peut être ce caractéristique. Je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais il y a Danilo, Quadrado et Deschilio à droite. Faut pas l'oublier, il y a Deschilio. À l'heure actuelle, ils s'entraînent à la Cantina. Ça, les amis, je veux dire, il est là. Donc, il y a t'as Deschilio. plombé l'ambiance. Malheureusement, en plus, on sait que c'est un joueur qui était voulu à l'époque par Allegri. Hein. C'était vraiment un choix Paolo du coach. Maldini. Paolo Maldini. Et du coup, moi, ma question, c'est, mais est-ce que ce serait pas possible de pouvoir mettre Danilo sur le côté gauche, parce qu'on sait qu'il peut jouer aussi sur le côté gauche à la place de Danilo. Est-ce que ça serait pas à la place de Sandro? Est-ce que ça serait pas plus performant par rapport aux caractéristiques du joueur qui prend plus son couloir désormais? Non. Sandro reste assez derrière. Non, parce qu'aux yeux d'Allegri, Alexandro est un joueur absolument titulaire, un pilier de l'équipe. Donc, non, j'ai du mal à imaginer Alexandro sous le banc sous Allegri. Et même à gauche, après, tu as le backup qui est pour l'instant Pellegrini. Donc, je pense que Danilo restera là et doit jouer, c'est-à-dire à droite. Après, tout à l'heure, tu parlais d'une adaptation parce que c'est vrai que Danilo est bon à une défense à 3, on l'a vu. Mais à un certain niveau, c'est le joueur qui doit s'adapter au système de jeu. À certaines exceptions, bien évidemment. Mais dans le haut niveau, c'est le joueur qui doit s'adapter au système de jeu de l'entraîneur. Et je pense que Allegri travaillera justement sur cette nouvelle reconversion de Danilo sur son vrai poste à la base. Ouais, il y a Vito qui dit si Pellegrini reste, il a une carte à jouer sur Sandro. Si Sandro maintient un niveau aussi médiocre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, aujourd'hui, il y a de la place à la Juventus. Hein. C'est clair que l'effectif, de manière globale, à part quelques joueurs, on peut pas leur prendre leur place, mais effectivement, de la concurrence, ça peut venir, quoi. Ouais, mais j'ai du mal à le penser parce qu'il y a 3 saisons, quand Alexandro a comme remplaçant Spinazzola, Alexandro est médiocre, il faut dire les mots, il fait déjà des prestations vraiment pas bonnes. Et malgré tout, Allegri le titularise. Et donc, tu as Spinazzola qui attend. Et finalement, la seule fois où Allegri titularise Spinazzola dans les grands matchs, c'est quand Alexandro n'est pas là.
Donc, Ouais. malheureusement, et Après, on a vu que derrière, Spinazzola était meilleur qu'Alexandro. Donc, Allegri a son titulaire. Je pense que ça sera Alexandro. Il restera titulaire de la Juve. ouais, malheureusement, hein, Spinazzola s'était fait les croisés à l'époque, il me semble, à la Juventus. Et en fait, À c'est sa l'Atalanta. fragilité. Et il arrive blessé. Ouais, et sa fragilité physique a fait qu'il n'a pas réussi à prendre, j'imagine, une place de titulaire. Et c'est bien dommage. On l'a bien vu hein, pendant cette saison et puis à l'Euro, où il s'est révélé aux yeux du monde entier qu'il était très très fort. Malheureusement, c'est encore une fragilité physique. Derrière, il se fait le tendon d'Achille. Donc c'est encore 6 mois, hein. Quand on sait que t'as des grosses blessures comme ça, c'est minimum 6 mois pour revenir. Et puis après, tu as encore des pépins physiques parce que tu forces sur autre chose. Le corps humain, c'est une mécanique, les amis, hein. Quand on force sur le physique pour revenir, ça pète quelque part. Donc il faut avoir beaucoup de patience et travailler ça, surtout avec minutie. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec Dybala, hein, qui a eu une difficulté physique et une fatigue physique, tout simplement parce qu'en fait l'année dernière il a été blessé énormément. Là il a repris une préparation au mois de juillet avant d'arriver, au mois de juin juillet, et puis il arrive, il refait une autre préparation. Le corps à un moment donné il dit stop, il faut me laisser un peu se reposer. Euh, Passons du coup milieu de terrain. Bon, milieu Alors de terrain pour de. terminer Ouais, excuse-moi. sur l'arrière gauche, Ouais, vas-y, on parlait dis-moi. de Pellegrini remplaçant d'Alexandro parce que Frabotta, lui, va partir sûrement en prêt à l'Atalanta Bergame, un prêt avec option d'achat. Ça devrait se Mm. faire dans les prochains jours, d'après Romeo Agresti. Donc voilà, Mm. Frabotta risque de partir sous les ordres de Gasperini pour faire, lui, le remplaçant de Gossens. Donc, ça serait un prêt sur Frabotta, ce qui se dessine. D'après ce qui se dessine, oui, ça serait prêt avec option d'achat. Très forte l'Atalanta dans le dossier. Parce que le Genoa était largement devant. Il y avait une grosse partie du travail fait entre entre Flabot et le Genoa et entre la Juve et le Genoa. Et l'Atalanta est arrivé et grâce à sa carrure a réussi à prendre Flabot. Hein, ouais. Bah, du coup, en fait, la question c'est, l'Atalanta est très forte sur Frabotta. Nous, on a pensé, enfin, on pense que Frabotta n'est pas au niveau, en tout cas, d'un effectif Ligue des Champions. Et on l'a vu hein, l'année dernière qu'il avait des difficultés hein, en Ligue des Champions dès que ça haussait un peu le ton. La question est très simple, les amis. Est-ce que c'est une erreur de la Juve et d'appréciation sur les qualités du joueur? Et est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre une banane à la Romero? Moi, je la Moi, pose la question, tu vois. Frabotta, je l'ai toujours dit qu'un milieu de terrain, il aurait été très bon, un milieu gauche. Un défenseur, c'était très, très, très moyen. Mais par contre, quand il attaquait et qu'il C'est vrai. se propulsait vers l'avant, il était pas mal. Il faisait des centres qui étaient très intéressants. Donc, dans le 3-5-2 d'Allegri, de Gasperini, en remplaçant de Gossens, ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'il risque peut-être d'être déchargé de la partie défensive parce qu'il y aura les trois derrière qui vont faire le taf. Et il va Mhm, être un petit peu plus comme Gossens fait en fait, parce que Gossens il est très souvent devant, il fait des passes décisives, il marque beaucoup de buts parce que mhm, il est hyper offensif. Donc mhm, Frabotta peut être dans cette configuration là aussi et prendre plus d'assurance et pourquoi pas alors exploser et se mettre au niveau de Gossens, je pense pas, mais devenir un bon joueur de Serie A grâce à Gasperini et Gasperini on sait que il est très très fort pour faire devenir des joueurs moyens des très bons joueurs. Ça mhm. peut être une surprise, ça suivre Frabotta. Bah, j'espère en tout cas. Ouais, je pense que franchement, il y a. Bah, en fait, c'est un jeune joueur hein, qui doit faire le saut de qualité, mais j'espère juste qu'il le fera pas autant que Romero, parce que sinon, bah, peut-être qu'on va peut-être se prémunir hein, cette fois-ci et mettre une clause. S'il y a revente, on prendra au moins un pourcentage. Alors, passons au milieu de terrain. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la ligne défensive ou on peut passer au milieu de terrain, les amis? Ok, milieu de terrain, gros dossier sur Locatelli. Ok, on l'a compris. Mais avant tout, j'aimerais bien essayer de comprendre. Et Enzo a mis a mis le doigt dessus. On va jouer comment? On va jouer en 4-3-3, on va jouer en 4-2-3-1, on va jouer en 4-1-2, 2-3. Comment est-ce on va jouer? Est-ce qu'on va jouer avec un regista, avec un 10, avec un trequartista? Est-ce qu'on va jouer à 3, avec un milieu à 3 ou un milieu à 4? C'est quoi en fait notre formation? Comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'Allegri vous le voyez cette année?
Elvin? Ah putain, t'anticipes toujours mes vidéos YouTube. Ah, je suis désolé. Eh ben, Non, écoute, non, ça fait une il y a pas de super une pub problème. pour demain. Ouais, bah, tu rigoles. Non, mais moi, je me suis posé la question et j'en viens à quelque chose de plutôt logique, il me semble. Le 4-2-3-1 qui a été évoqué pendant des semaines et des semaines et qui est réel parce qu'Allegri a déjà évolué dans ce système-là. Il est bien d'un point de vue offensif pour les joueurs que tu as, parce que dans un 4-2-3-1, je vois plus un Dybala que dans un 4-3-3. Mais le problème, dans un 4-2-3-1, pour le milieu, on n'a pas de milieu à deux, mis à part Locatelli. Locatelli est le seul joueur, selon moi, capable de jouer dans un milieu à deux. Rabiot n'en est pas un. Betancourt n'en est pas un. Et alors, déjà, à mes yeux, n'en est pas un, mais alors, aux yeux d'Allegri, il n'en est absolument pas un. Mm. Arthur, j'ai des doutes. McKennie n'en est pas un. Ramsey n'en est pas un. Donc, ça me semble évident que Allegri, de Ramsey, par c'est les même pas un caractéristiques, joueur. de, mais ça me semble évident que de par les qualités de son milieu, Allegri semble obligé de choisir le 4-3-3. Et après, j'ai envie de te dire, le 4-3-3, aujourd'hui, il me semble décidé au sein du milieu. Je veux dire, Locatelli en légiste, à gauche Rabiot, en mezzal à Betancourt. Donc, il y aura, je m'attends pas à de grosses surprises au milieu. Je veux dire, pour moi, le milieu, il est déjà dessiné, ça sera celui-ci. Mais comme je t'ai dit, c'est cette formule-là. Selon moi, le 4-2-3-1, la différence par rapport au 4-3-3, se fait au milieu. La Juve, de par les caractéristiques qu'elle a aujourd'hui, ne peut pas jouer dans un 4-2-3. Donc après se posera la question du positionnement de Dybala du coup dans cette optique-là et j'ai essayé de le positionner dans tous les schémas et j'aimerais bien le voir moi en trequartista comme beaucoup de personnes, hein. C'est vrai qu'on l'a déjà positionné en tant que trequartista quelques Qui fois. ça? Dybala, il a Ah, fait du mal. quelques matchs en 10, mais là pour le coup, je te donne un peu raison, tu vois. Pour moi, je pense pas que Allegri le tentera puisque son schéma de jeu sera plus un 4-3-3. Euh, bon, Après, on a vu que Ronaldo, toute la saison à gauche ou dans l'axe, il a plus les jambes, il a plus le physique pour tenir 40, 50 matchs. On a vu dès janvier, ça commençait à être un petit peu plus difficile. Donc entre Morata, entre Dybala et entre Ronaldo, ça risque de tourner beaucoup plus s'il n'y en a pas qui se blessent. Et ça peut être. Après, je pense, Lionel, faut recontextualiser. Je suis d'accord avec toi. Ronaldo a été forcé de jouer. Oui, mais Il a été forcé de jouer. Et mais on c'est parle pour du ça que joueur je qui dis a qu'il peut pas tenir. Il peut pas ouais, voilà, tenir mais autant de matchs. Et c'est pour ça que Dybala, s'il est physiquement apte, il pourra aussi jouer à gauche et avoir cette place-là au mi-offensive gauche pour pouvoir faire souffler de temps en temps Ronaldo, comme le faisait Zidane. Ronaldo au Real de Madrid avec ouais, Zidane, mais il disait ces matchs-là, tu joues pas. mais malheureusement, le regret qu'il y a avec Juve, c'est que le joueur le plus fiable physiquement, c'est le joueur le plus âgé. Donc, quand tu as cette configuration-là, ça pose des problèmes. Je veux dire, au bout d'un moment, un joueur qui a 37 ans et qui arrive à te faire 50, 60 notes par saison, il faut se poser des questions. Je dis pas que Morata, Dybala ne peuvent pas se blesser, mais quand tu as vécu la saison qu'a vécu la Juve, au haut niveau, c'est des erreurs, malheureusement, parce que la Juve s'est privée de Morata pendant un mois, et même un peu plus, parce que mentalement, il avait aussi une blessure. Dybala, j'en parle pas. La Juve a été obligée de jouer avec des joueurs forcés à des postes qui Qui n'était ce pas sont les pas leurs. leurs postes, qui n'étaient pas les leurs. Donc, j'espère qu'Allegri pourra faire souffler Ronaldo, mais encore une fois, j'ai des doutes parce qu'aujourd'hui, la fiabilité de nombreux joueurs laisse à désirer. Mais comme je t'ai dit, moi, le doute, c'est pas forcément principalement dans la fiabilité physique, c'est surtout dans les caractéristiques des joueurs. Moi, aujourd'hui, et je le dirai demain dans la vidéo YouTube, aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer Dybala dans un 4-3-3, les amis. Très honnêtement, moi, tu me montres un 4-3-3 aujourd'hui, je pense qu'Allegri, tu titularises Ronaldo, Chiesa, parce que c'est Morata, deux joueurs qui sont bah indiscutables. Ouais. Et en pointe, tu mets qui est devant Dybala? Morata, Morata. Donc Morata. Dybala, tu le mets où? Elle est là la vraie question. Moi, j'aurais bien voulu voir en trequartista un petit Dybala, mais effectivement, tu as raison. Enfin, j'arrive pas à le placer en fait. Je sais que ça peut Ben, être l'homme fort. Je sais pas comment on va le placer. Ou alors, il peut être placé en faux neuf, tout simplement, ne pas avoir de pointe. Et là, pour le coup, Morata, bah, il est sur le banc. Et tu mets mais en même temps, si tu le mets en faux neuf ou quoi enfin, normalement, ce poste-là de numéro 9 de pointe aujourd'hui, il est fait pour Ronaldo. On sait qu'il a travaillé sur sa musculation pour devenir un vrai numéro 9, qu'il essaye de changer justement son style de jeu pour aller tendre vers ce numéro 9. Donc, j'arrive pas, honnêtement, j'ai pas réussi à le placer de Bah, manière cohérente.
Bah après, Ronaldo n'a pas réellement de poste. Le mec, tu le mets à gauche, à droite, au centre, il va te mettre les 30 buts par saison. Tu le mets à gauche dans le match, il va se retrouver à droite. Parce que, encore une fois, j'ai vu des messages sur Twitter sur le fait de se dire que, peut-être Ronaldo va accepter de jouer à droite. Non, Ronaldo joue où il a envie de jouer. Je veux dire, c'est un joueur extraordinaire. C'est une exception. Ronaldo choisit où il a envie de jouer. Voilà, elle est là, la réalité. C'est pas Allegri, c'est pas Pirlo. Ouais, ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que même quand on le mettait dans l'axe, en fait, il repiquait il repartait sur son Oui. côté gauche pour toucher des ballons. Et c'est vrai, en fait, t'as raison. Mais après, Il joue là où il a l'espace, là où il les, sent mé- le but, en fait. les Messi et les Ronaldo, tu peux pas leur dire, toi, tu vas jouer à droite et tu fermes ta bouche. C'est pas possible. Ronaldo va aller, s'il est titularisé à droite, obligatoirement, dans le match, tu vas le retrouver à gauche parce que c'est un joueur qui est libre. Enfin, il fait ce qu'il veut sur le terrain, Ronaldo. Donc, il n'y a pas réellement de poste. Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit, la difficulté d'imaginer, tu as raison, Titou, dans un 4-3-3 où peut évoluer Dybala. Et pour moi, il n'y a qu'une seule solution. J'en vois pas 10 000, il n'y en a qu'une seule. Non, mais dans un 4-3-3, c'est la position où Morata joue. Et évidemment, si tu veux voir le Dybala que voit Allegri, c'est-à-dire tout au campiste, bah dans un 4-2-3-1, ça me semble aussi le plus évident. Ouais, voilà, Après, exactement. il pourrait aussi avoir un 4-2, un 4-3-2, hein, un sapin Noël comme utilisait Ancelotti. Tu peux avoir les trois du milieu là avec Locatelli, Rabiot et Betancourt. Ronaldo et Dybala et Morata, et après ça peut tourner en fonction des joueurs. Ouais, mais Chiesa, tu peux pas l'imaginer sur le banc, ça semble être Non, la mais folie. ça c'est en fonction des matchs. Tu peux Ah avoir, oui, grâce à ces joueurs-là, avec Chiesa, avec Kulusevski, avec Ronaldo, avec Morata, avec Dybala, tu peux avoir un panel de formation devant pour Mm. pouvoir Une chose- faire tourner pendant même Allegri, c'est ce qu'il faisait souvent. Il commençait avec une formation, il c'est ça où je changeait voulais en en plein milieu. Donc, grâce à ces joueurs, il va pouvoir refaire ça aussi, et ça risque d'être intéressant à voir. Ben, c'est justement là où en fait je voulais en venir, Lionel, et tu as raison, merci d'ailleurs de le souligner, c'est que Allegri, il a l'habitude de travailler au moins deux schémas tactiques. Et ça, c'est bien. Comme ça nous permet de pouvoir bouger et de changer un peu la physionomie du match durant le, j'ai ma petite Durant le femme qui me match. demande si j'ai soif et je lui dis oui, alors elle va me servir un verre de soda. Ouais, sur qui peut changer la physionomie du match, donc c'est hyper intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir le premier match qui sera samedi à 18h sur Sky contre Cesena. À tous à vos tablettes, à vos écrans, etc. pour le voir. Revenons rapidement, s'il vous plaît, au milieu de terrain sur lequel on n'en a pas parlé. Il y a pas mal de commentaires dans le chat où on dit que Chiesa doit jouer. Oui, vous avez complètement raison. Il y a un moment donné, il y a Sylviane qui a posé une vraie question. Est-ce que, en fait, c'est pas se tromper de positionner Dybala et de construire l'équipe autour de Dybala? Ou je saurais pas te répondre. J'adore ce joueur. Je trouve que c'est un joueur énorme avec un talent. Enfin, ça sera sûrement un fourré classe, hein, mais il a des gros pépins physiques et j'attends de voir en fait qu'il reconfirme. Il a fait une grosse saison il y a 2 ans. L'année dernière, en fait, il était en proie à des difficultés. Cette année, j'espère le revoir à un haut niveau, mais j'ai besoin. Donc au milieu de terrain, en fait, milieu de terrain, alors où est-ce qu'on en est déjà sur le dossier chaud de l'été, Locatelli? Quand est-ce qu'il arrive? On en parle tous les jours. C'est hyper compliqué de pouvoir savoir s'il vient ou s'il vient pas. Est-ce que vous avez des nouvelles fraîches? il faut être patient. Il faut être extrêmement patient, les amis. Non, bah il y a eu une nouvelle quand même importante. Bon, qui était pas positive, mais qui a eu la première offre Merci. officielle formulée. Il y en avait toujours pas eu. Et bah comme vous le savez, la première offre a été refusée. Maintenant, c'est quoi les objectifs de la Juve? Évidemment, prendre Locatelli, qui est l'unique objectif, mais surtout de baisser déjà au mieux le prix. Évidemment, c'est une règle de mercato. Et après, d'essayer de ne pas inscrire Locatelli sur le prochain exercice, le prochain bilan de la Juve. Donc, ce sont les principaux objectifs que je vois du côté de la Juve. Maintenant, Sassuolo a un seul objectif là aussi, essayer de se rapprocher le plus des 40 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'à sec derrière, il y a Arsenal qui a fait une offre officielle, il y a le Borussia Dortmund qui a fait une offre officielle. Donc, elle est en capacité à tout moment pouvoir accepter notre offre. Maintenant, il y a la sensation qu'il y a un pacte qui a été fait entre la Juve et Sassuolo depuis longtemps. De toute façon, le joueur veut la Juve De veut la le Juve. joueur. Ouais. Moi, je suis tellement confiant que j'ai du mal à imaginer comment cette histoire ne peut pas se terminer positivement.
Je le disais pour Dybala veut prolonger, la Juve veut le prolonger, donc j'imagine même pas que le joueur ne prolonge pas. Locatelli, c'est pareil, il faut un petit peu de patience et espérer que cette opération se fasse au plus vite. Et puis la formule créative, la Juve cherchait une formule créative, c'est-à-dire une formule à la Chiesa avec option d'achat derrière et essayer d'acheter au plus tard, on va dire, le joueur découpé par petits morceaux pour Mais l'expliquer. moi, j'ai une question hein, sur le bilan. Normalement, le bilan, c'était pas à partir du 1er juillet qu'on passait sur le Et bilan 2021-2022. Oui, Il y a mais Vito dans la Juve, dans le chat, si tu peux la, me répondre, si tu sais l'information, ou si la vous la Juve en savez, vous, fonction, les gars. la Juve en fonction de l'offre qu'ils vont proposer à la Sassuolo pourrait avoir justement Locatelli pour la saison 2021-2022, mais avec au niveau bilan de cette saison-là, pas quelque chose d'énorme. Mais par contre, son transfert serait sur le bilan de 2022-2023, où là, on serait en période, entre guillemets, post-Covid, où il y aurait un petit peu plus de public dans le stade, où il y aurait un petit peu plus de recettes, et où la Juve pourrait beaucoup plus facilement absorber et financer ce transfert que cette saison. Donc c'est pour ça que la Juve essaye de chercher la meilleure solution pour pouvoir le décaler d'une saison sur le bilan. Et Sassuolo en profite en disant ok, vous voulez faire ça, mais par contre, ben, moi je veux 5 millions de plus en bonus, je veux un petit peu plus. Donc c'est le jeu du chat à la souris, ben, moi je veux un truc, ben, moi je suis en cher, ben, si tu veux faire ça, ok, je suis d'accord, mais donne-moi 5 millions de plus. Donc ça va être encore des négociations pendant non mais quelques jours, mais comme Elvin, je pense que ça va se faire, puisque Locatelli a bien dit qu'il refuserait toute offre à part la Juve et que même il est prêt à rester à Sassuolo pour pas aller à Arsenal, tout ça. Donc non mais c'est un mariage normal qui doit se faire. non, Lionel, il a tout dit. Maintenant, la volonté de Sassuolo, elle est claire, c'est-à-dire essayer que l'opération se fasse au plus vite. C'est-à-dire, admettons, la Juve veut avoir Locatelli, payer pleinement Locatelli pour la saison 2023-2024. J'ai une bêtise. Sassuolo aimerait que cette opération se fasse au plus vite pour qu'elle ait l'argent beaucoup plus tôt, tu vois. Donc, il y a les intérêts des deux parties. Il faut que celle-ci trouve un accord justement sur cette partie-là, aussi sur la partie contractuelle. Parce que ça permettrait justement à la Juve de payer qu'une partie justement du prêt qui irait après sur la valeur comptable du bilan. Donc il faut que les deux parties trouvent un accord. On n'a pas, Évidemment sur la partie sportive, enfin sur la partie sportive, sur la partie des chiffres, mais aussi sur la partie contractuelle. Alors, à un Et moment si j'ai donné, bien compris, on a parlé dans cet échange, en tout cas, de ce prêt avec Locatelli. Il avait été évoqué Dragousine euh, qui paye en fait, qu'on échange Dragousine pour payer la première annuité. Je crois que c'était sur 4 ans. Est-ce que ce deal-là, en fait, il a été refusé directement par Sassuolo? J'ai entendu aussi que l'agent de Dragousine avait démenti complètement ce deal. En tout cas, lui, il n'a pas été contacté. Est-ce que c'est quoi? C'est des rumeurs mercato? C'est quoi? C'est une fabulation de la toile? Non, moi, de ce que je sais à l'heure actuelle, Sassuolo ne veut pas de contrepartie. Donc après la Juve l'avait identifié, vous l'avez dit, c'était Dragousine. Donc en cas de changement d'humeur, on va dire de la part de Sassuolo, elle a son plan B, c'est-à-dire que ça sera Dragousine. Mais à l'heure actuelle, Sassuolo veut du cash, c'est-à-dire enfin veut du cash, veut les 40 millions d'euros, veut l'argent pour Locatelli. Donc pas de contrepartie. Donc pour l'instant, moi en tout cas, les rumeurs sur une contrepartie trouvent aucune confirmation. Je crois que c'est plus, ça doit être Tuttosport qui a trouvé ça, mais je m'étais renseigné, j'avais fait les petites vérifications, il n'y a rien de vrai sur Dragousine. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à Vito qui nous écrit dans le chat et qui nous explique un peu toute la situation d'un point de vue comptable et financier. Allez voir Vito. En tout cas, allez le supporter, donnez-lui de la force sur Twitter, BVL21. Il fait juste un travail incroyable sur les chiffres de la Juventus. Quand vous avez besoin d'un truc sur le compte, sur la comptabilité, la finance, etc., et pour mieux comprendre également la situation économique de la Juventus, allez lui poser des questions. Franchement, il répond toujours de manière hyper sympa, hyper claire, et c'est hyper clair et facile à comprendre. Donc, merci Vito pour ton travail. Une petite question sur les milieux de terrain. Donc, on parle de Locatelli. Bon, on va le voir arriver, j'espère en tout cas. Qui, euh, si on joue avec un Régista, qui en Régista, puisque Arthur s'est blessé, il a eu sa calcification. D'ailleurs, ça a fait tout un débat sur la toile. Et c'était drôle. Merci les amis d'avoir échangé avec moi. En tout cas, c'était hyper sympa.
On parle également de la montée de Fagioli sur, sur ce milieu de terrain-là. Alors, il y a eu alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est bien, il faut favoriser en tout cas le centre de formation et en tout cas de mettre des jeunes comme ça dans le groupe pro. Sauf que pour moi, après vous me donnerez votre avis, hein, les copains, pour moi, aujourd'hui en fait, c'est bien de le de le valoriser, mais en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas une politique voulue, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression on a sorti le joueur comme Ansu Fati, comme Marquisio ou comme Pedri, le phénomène du centre de formation et qu'on le met ici pour pouvoir lui donner du temps de jeu. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas, c'est un choix par défaut et qu'il vient en complément pour faire le nombre un peu au milieu de terrain, même si il est bon. Mais je pense pas qu'il ait aujourd'hui un niveau Ligue des Champions, tu vois, pour moi, il n'est pas sur cette planète-là encore. Qu'est-ce que vous en Bah, pensez, vous, les copains? bah, à moins que si Lionel veut commencer. Vas-y, Alvin, vas-y. Non, je peux pas te garantir que Fagioli à niveau Ligue des Champions, j'ai jamais vu, mais tu as raison sur ce point-là, le point que tu soulignes avant. Si on recontextualise bien, Fagioli fait quand sa première apparition avec la Juve? Quand la Juve a besoin d'un milieu parce que numériquement, elle en a plus. Sous Pirlo, Exactement. rappelez-vous, la période où Fagioli naît, il me semble qu'il y a deux milieux qui sont disponibles, c'est la pagaille. Donc, par obligation, Allegri est obligé d'aller chercher un under 23. Maintenant, Fagioli sort pas de nulle part. Je veux dire, toute personne qui s'intéresse un minimum à la Juve connaissait un petit peu le nom de Fagioli, puisque c'était celui au milieu, parmi les jeunes, qui laissait la meilleure impression, etc. Même Allegri à Maintenant, l'époque, je l'avais dit. voilà, pour vous dire, Allegri n'est pas un fervent supporter des jeunes. Même Allegri le disait. Maintenant, j'ai envie de vous dire, Fagioli pouvait pas faire pire que la médiocrité qu'a eu la Juve la saison dernière. Et j'utilise le mot parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, la Juve l'année dernière s'en est remis à l'espoir de voir un mec qui avait jamais joué avec les professionnels, tant la médiocrité était énorme. Donc moi maintenant, j'ose espérer que Fagioli puisse être inséré parce que le milieu sera le même, l'exception d'un joueur, le milieu sera le même. Donc il a toutes ses chances pour essayer de peu à peu s'intégrer, d'être titulaire, j'y crois pas pour le moment, mais de s'intégrer. Maintenant, tu posais la question du légiste. Pour moi, le légiste, il est tout dessiné, tout fait. Locatelli et Lucien. Ouais, c'est clair. Donc sur le côté gauche, en tout cas, en mezzala, enfin sur les deux milieux, on aura au moins un Rabiot. Qui du côté droit, puisqu'on a vu que l'année dernière, en tout cas, il y a eu du moins bien et il y a eu du très bien de la part de McKennie. Est-ce que cette année, il va prendre la place ou alors c'est Bentancur qui est devant lui? Moi, ça, j'arrive. Enfin, moi, Bentancur, personnellement, hein, vous le savez tous, hein, je ne suis pas un fan de Bentancur. C'est le joueur par excellence qui m'exaspère, qui perd du ballon dans l'axe, qui peut faire un match très bien. Et je vais dire, waouh, ouais, c'est vrai, peut-être que je me suis trompé. Et puis derrière, il va me faire une série de matchs catastrophiques. Et je me dis, bah non, en fait, je m'étais pas trompé. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui pour jouer dans ce milieu à droite? Vas-y, Et Lionel. comme Alvin l'a dit tout à l'heure, ça risque d'être Betancourt en titulaire et McKennie en remplaçant. Parce que Allegri connaît déjà Betancourt, mais il connaît déjà ses qualités, il sait déjà comment il joue, donc ça peut être à la base déjà lui qui va commencer. Mais là, McKennie, lui, il est depuis le 14 juillet aussi. Donc là, Allegri est en train de le surveiller, je pense, et en train de voir comment il peut s'insérer sur ce poste-là. Donc ça va être une bataille entre les deux. Hmm. Ramsey, pour moi, il sera pas, Il est out. il sera hors de l'équipe. Et j'espère vraiment qu'il sera hors de Turin même d'ici Alors, quelques jours. Et après, ouais, il y parce que a Bernardeschi. On ne sait pas trop parce qu'il est toujours dans l'effectif aussi. On n'en parle pas, mais il est toujours là. C'est comme un peu des Allez, ah chigliots. bah tiens, C'est un moi peu ma des question, chigliots. mais voilà, C'est des est-ce que chigliots tunisiens. Bernardeschi, est-ce que Allegri arriverait pas à le faire devenir arrière gauche? mais, non, mais sur Non mais c'est une bonne Bernardeschi. question, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce que je te réponds sur Bernardeschi? On parle d'un joueur qui est arrivé à 40 millions d'euros, prometteur, tout ça. Et peu à peu, on l'a reculé au poste le plus proche de gardien. Je veux dire, c'est des signes, c'est des signaux qui trompent pas. Qu'est-ce que je te dis sur Bernardeschi? Pour moi, il a plus aucun futur. S'il reste là, c'est totalement par défaut
puisque le vendre, ça semble être une mission tellement compliquée que c'est quasiment impossible rien que pour la Juve. Mais après, non, pour venir à la question que tu me posais sur Betancourt, de tous les milieux qu'aura Allegri à sa disposition, le seul qu'il connaît, c'est Betancourt. Arthur ne l'a jamais entraîné, Locatelli jamais entraîné, Rabiot jamais entraîné, Ramsey, McKennie jamais entraîné. Donc le seul qu'il connaît par cœur, c'est Betancourt. Et puis pour le peu de fois où je l'ai vu parler de Betancourt, et de ce que je sais, c'est un joueur c'est un entraîneur qui aime beaucoup Betancourt, les qualités de Betancourt. Et puis aux yeux d'Allegri, et je pense que vous l'avez entendu à Sky le jour de la défaite face à Benevento, ou le soir où il était invité sur Sky, c'est pas un tac envers Pirlo, mais il le dit clairement, mettre Betancourt en tant que légiste, c'est de la folie pure. Betancourt, à mes yeux, est une mezzala. Donc, il n'y a pas trop de surprises pour moi à droite. Betancourt sera titulaire. Maintenant, les évaluations se font match après match. Et si McKennie mérite d'être titulaire à la place de Betancourt, McKennie sera titulaire, je pense. Donc, à voir. Mais ça sera pareil que Dybala. Ça sera intéressant de comprendre un peu comment Allegri va utiliser les qualités offensives de McKennie, qui est le seul milieu à l'heure actuelle avec Locatelli, si celui-ci vient, qui a les qualités d'insertion, qui a les qualités aussi bonnes offensivement. Non, intéressant. Ça sera intéressant de voir comment Allegri va gérer tout ça. Et puis on a vu l'année dernière aussi la relation entre McKennie et Cuadrado sur le côté droit qui avait été très intéressante sur quelques matchs. Les deux se trouvaient bien, les deux dédoublaient bien. Ça peut être une solution s'il y a un petit peu plus de travail et il y aura aussi un petit peu plus de fraîcheur parce qu'ils vont pas jouer tous les 3 jours. T'as dit qui? Quadrado et McKennie sur le côté droit. C'était hyper intéressant à aller voir sur quelques matchs, début de saison. Et comme je disais, ils risquent d'avoir aussi un petit peu plus de fraîcheur parce qu'ils vont pas jouer tous les 3 jours, comme ils ont fait cette année avec le Covid. Donc il y aura régulièrement des semaines de travail pour Allegri. Donc ça peut être intéressant de voir cette association Cuadrado-McKennie. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. On a parlé j'aimerais bien revenir sur le 33, Bernardeschi. Et je me posais la question, et Vito l'a posé également. Donc on l'a acheté 40 millions. En tout cas, il l'a sous-entendu si j'arrive pas bien à lire. Excusez-moi, j'ai pas les mes lunettes. On l'a acheté 40 millions. La plus-value en market value, c'est 15 millions. C'est un vrai désastre. J'ai entendu dire qu'en fait, on voulait le prolonger, mais pour justement pas perdre d'argent. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on risque de le prolonger pour justement d'un an pour essayer de le vendre et minimiser les pertes? Parce que s'il joue pas l'année prochaine, ben, ça va être la même galère dans un an aussi. Tu pourras pas le revendre non plus. Donc, ce qu'il dit, Vito, c'est vraiment compliqué là. C'est 14,8 millions par an sur les comptes. Pour le perdre gratuitement, c'est une catastrophe d'un point de vue économique. C'est clair. Non, mais la seule solution de Bernardeschi, c'était l'idée d'un échange. Il y avait une vraie idée avec Romagnoli notamment, qui était d'un point de vue sportif les mêmes, c'est-à-dire de joueurs qui étaient rejetés d'un point de vue sportif et d'un point de vue comptable plus ou moins les mêmes. Je crois que Romagnoli pesait 12 millions d'euros sur le bilan, donc c'était à peu près la même chose. Et donc il y avait tout pour que ça se fasse. Maintenant, imaginez qu'aujourd'hui un club vienne te poser 15 millions d'euros pour te prendre Bernardeschi, les amis. Vu le niveau du joueur, ça me semble être de la folie. Et surtout le salaire. On en revient au même débat, le salaire qui est dans tous les autres clubs, c'est un petit détail. À la Juve, depuis des saisons, tu sais quoi, je crois même que je préférerais avoir Florian Thauvin, quoi, tu vois. Non, mais sincèrement, tu vois, je suis dépité. Il sait tirer les tirs au but quand il faut. Donc, il faut jouer je crois que Bernardeschi, aujourd'hui, il pèse 13, 14 millions d'euros sur le bilan, les amis. C'est énorme. 14,8 exactement. Il nous a dit. 14,8. C'est énorme. Je veux dire, on est hors de toute réalité. Pour un joueur qui joue pas, pour un joueur qui est arrivé en tant que prometteur, star de la Viola, à limite, latéral gauche. Je sais pas si vous imaginez, c'est une énorme déception et l'un des plus gros flops de l'histoire des 10 dernières années. J'ai pas les mots pour décrire ce que la Juve a fait avec Bernardeschi. Non, c'est clair. On a un autre petit jeune que l'année dernière on a bien aimé, Leroux. Kulusevski.
notre roue. Est-ce qu'on va le voir plutôt sur du milieu de terrain? Enfin, moi, j'ai bien aimé quand qu'il partait un peu plus de loin. En tout cas, peut-être potentiellement sur un milieu droit ou peut-être sur milieu gauche. Euh, Si on est dans un 4-2-3-1, peut-être qu'il pourrait rentrer en place au lieu de Dybala ou de Chiesa. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce roue-là? Parce qu'on l'a acheté 40 millions quand même, 40 ou 45 millions. C'est pas rien. Il y a un investissement. L'année dernière, Pirlo n'a jamais réussi à trouver sa place. On l'a positionné un peu partout sur le milieu de terrain, un peu partout en attaque. On a vu qu'il avait des qualités et un gros volume de jeu et qu'il aimait bien prendre la profondeur. Cette année, qu'est-ce qu'on va en faire de ce joueur-là à 40 millions? Qu'est-ce qu'on en fait? J'espère qu'on va pas en faire un nouveau Bernardeschi. Parce que ne pas le faire progresser, on sent Non, qu'il a Non, du déjà talent. mentalement, c'est pas Bernardeschi. Déjà, mentalement, c'est vrai. Et Et, c'est la euh, grosse différence. Ni et, Morata d'ailleurs. euh, et, Impossible. euh, et après, Allegri, je pense qu'il va trouver la bonne position pour Kulusevski et il va le faire jouer là-dedans. L'année dernière, avec Pirlo, il a joué milieu droit, attaquant, il a fait quasiment tous les postes en attaque. Et 35 millions les pour, trois quarts, et les trois quarts, c'était pas son poste qu'il aimait jouer. On voit à la fin de la saison, Pirlo l'a utilisé à son vrai poste et là, il a été bien meilleur. Donc, je pense qu'Allegri l'utilisera là. Il va rentrer dans la rotation parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs. Il y a eu l'Euro, c'est vrai. voilà, les joueurs vont devoir souffler quand même un peu. On a de très bons attaquants sur le papier quand on voit les noms. Donc, s'il n'y a pas de blessés, il n'y aura pas de souci pour faire de la rotation, faire jouer Kulusevski un match, Chiesa un autre, Dybala après, Ronaldo. Mm. Franchement, on perd pas de niveau. On perd pas de niveau quand on fait jouer un de ces joueurs-là. ouais. Donc, il Mais y aura de la après, rotation. après, comme je disais, Kulusevski fait partie des joueurs qui ont été titularisés la saison dernière par défaut. Je veux dire, Kulusevski devait être un joueur qui peu à peu monter, etc. Il a toujours été titulaire et non pas à son poste. Et en parlant un petit peu de Kulusevski, je me suis fait cette idée durant l'Euro en le voyant. Finalement, Kulusevski, c'est un joueur. Alors, c'est pas une excuse. Encore une fois, il va devoir s'adapter à la Juve, hein, mais c'est un joueur qui est extrêmement à l'aise dans des équipes qui peuvent évoluer par contre, chose que ne peut pas faire la Juve. Parme, il a été excellent dans un système où Parme évoluait énormément en compte avec des Gervinho, Kulusevski, ça pouvait aller vite. La Suède, vous avez vu les deux passes décisives qu'il a faites. Quand il a l'espace, quand il a la chance de pouvoir percuter, les amis, c'est un joueur, tu le vois qu'il a des qualités extrêmement fortes, extrêmement intéressantes. Maintenant, à son jeune âge, et de par les qualités aussi d'Allegri, il va falloir lui apprendre à être plus fort face à des blocs malheureusement plus bas, des blocs qui attendent la Juve. Et c'est là où on verra si Kulusevski va faire ce saut de qualité-là, puisqu'à la base, c'est un genre de contre et qui aujourd'hui va devoir s'adapter. C'est vrai, tu as tout à fait raison. T'as tout à fait raison et je partage complètement cette analyse-là. C'est vrai que quand on jouait contre des blocs hauts, il était beaucoup plus à l'aise. Et contre des blocs bas, en fait, on sentait que le joueur était perdu et qu'il cherchait sa place. C'est vrai. Mais Merci, quelque part, c'est Lune. normal. C'est normal. Enfin, c'est l'habitude C'est du ses joueur. Je veux dire, qualités. Ouais, c'est les voilà, qualités voilà, c'est intrinsèques des du joueur. qualités. Tu vois? Encore une fois, après, enfin, on en revient à plein de débats, mais je veux dire, Pirlo n'a pas eu énormément de temps pour préparer ses joueurs parce que il y avait même pas un jour d'entraînement par semaine, un jour réel d'entraînement par semaine. Donc, il y avait plein de petits détails. Mais là, avec la préparation, etc., je pense qu'Allegri aura de quoi essayer de préparer au mieux psychologiquement, tactiquement un petit peu Kulusevski, qui, je vous l'ai dit, doit changer de mode de jeu de par son nouveau club. Et on verra à ce moment-là s'il fait ce saut de qualité-là, hein. Ouais, je suis complètement d'accord avec. Et tu parlais du Vas-y, prix de Lionel. Kulusevski de 35 C'est, millions. ouais, Il c'est est 35 millions, quasi, Vito, qui me l'a dit. il est déjà entre guillemets, hein, déjà quasiment amorti avec la vente de Romero à l'Atalanta, la vente de Muratore à 7 ou 8 millions, et là peut-être le prêt et une future vente de Frabotta qui tournerait aussi entre 6 et 7 millions. Donc en vendant peut-être en vendant déjà deux joueurs à l'Atalanta et peut-être un troisième, ben, ça te fait déjà les 35 millions que la Juve a dû lâcher Ouais. pour Ouais, Kulusevski. tu peux Donc le voir comme ça, est-ce que mais il ça y a le c'est Covid qui est pas passé par est-ce que là et tu avais moins de 170 Muratore millions à d'euros. 7 millions est-ce que Muratore à 7 millions c'était vraiment il vaut vraiment 7 millions. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit truc entre l'Atalanta et la Juve pour pouvoir que la Juve n'ait pas besoin de lâcher de l'argent comme ça et vendre des joueurs à des prix à 7 millions, 8 millions pour pouvoir arriver Mm. aux 35 millions voulus par l'Atalanta à l'époque. Et ça permet de payer chaque traître tous les ans.
Ah, attends, je passe juste un petit message personnel. Il y a Sfico692 qui nous dit salut la famille, je suis juste de passage pour faire un petit coucou. Je capte pas très bien ici. Grosse force à vous tous. Merci. C'est mon frère qui me fait un petit coucou de Guadeloupe. Il s'occupe de mon fils en ce moment qui est en Guadeloupe avec lui. Donc, je fais des bisous. Ça se trouve, mon fils me regarde depuis l'autre côté de la terre. Et je t'embrasse, Eden. Mouah. Voilà, On écoute même Tutti You à l'autre bout de la terre, si ça, c'est pas non, bon. mais, non, mais magnifique, mais magnifique. J'ai pas eu le temps de l'avoir au téléphone aujourd'hui, je l'appelle tous les jours, mais là, avec le live, j'ai pas eu le temps. Et du coup, je pense que mon frère lui a montré les vidéos et j'embrasse mon fils. Les amis, on passe Sur l'attaque. sur l'attaque, pardon. Deuxième sondage, donc on était passé au premier hein, sur nos impressions sur la nouvelle ère Allegri qui était plutôt positive. Le deuxième sondage qu'on avait réalisé avec Tutti You, qui a totalisé à peu près un peu plus d'une 150 votes. Merci en tout cas les amis de nous soutenir en tout cas sur la toile et abonnez-vous, hein, mettez un petit j'aime pour nous donner un peu de force en tout cas sur Twitter et sur YouTube et surtout sur YouTube on en a besoin. On a atteint à peine les 100 spectateurs. Autant sur Twitch, on a atteint pratiquement les 200. Au bout de 3 mois, on est très content de cette statistique-là. Mais si vous pouvez nous mettre un petit pouce en l'air sur YouTube pour essayer de rattraper notre moustachu à nous, ça serait super. Non, c'est Il va impossible falloir ça. avoir du taf. Il y a du taf. Ouais, non, si, c'est trop de taf. Euh, donc sur l'attaque, on a parlé de donc le deuxième sondage, c'était Chiesa. On sait qu'on a eu plusieurs offres, une de 80, une de 100 millions. Je vous ai posé la question, est-ce que vous voudriez le voir partir? Majoritairement, majoritairement, vous m'avez dit tous non. Parfois, il y en a certains qui m'ont dit ouais, mais pas en dessous de 150 millions d'euros. Les amis, est-ce que Chiesa ne pourrait pas être la clé de voûte de notre mercato finalement? Est-ce que se Bah, déjà, séparer de ce super joueur ne serait pas une clé de voûte pour pouvoir renforcer? il faudrait déjà qu'il nous appartienne entièrement. Pour le moment, c'est pas le cas. Non, Donc, non, 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 mais de toute façon, la Juve le considère juste invendable. Et maintenant, j'ai envie de te dire une question très simple. C'est qui gagne la Ligue des Champions? C'est l'argent ou la Juve? L'équipe qui a la Juve ou l'argent? Évidemment, je pense que il faut garder les joueurs qui doivent être gardés. C'est-à-dire, la Juve ne peut pas se séparer de Chiesa aujourd'hui, ça serait de la folie. Évidemment, c'est bien le point de vue économique. Bon, moi, j'en fais attention également, mais au bout d'un moment, la Juve doit garder ses meilleurs éléments. Elle peut pas se séparer d'un joueur qui aujourd'hui a été le meilleur joueur de la saison dernière, quoi. Enfin, Non, mais ça me semblerait. c'est pas mon propos, Elvin. Mon propos, c'est de Oui, oui, dire, oui. est-ce que ça serait pas la possibilité de voilà d'acheter par exemple un milieu de terrain, acheter un arrière Ah, gauche, bah, acheter je sais pas moi un autre joueur de complément en vendant un. Tu te rappelles ce qu'on a réussi à faire avec Zidane? On a vendu notre meilleur joueur et derrière on a fait un mercato formidable. Tu vois, c'est ça il y moi mon avait truc. Je Inzaghi me aussi dis à l'époque. ouais, est-ce que en fait, en vendant ce super joueur-là, on peut pas acheter d'autres top joueurs qui nous permettraient un Gossens, par exemple, tu vois, qui nous ferait du bien aussi potentiellement sur le côté gauche, tu vois, ou c'est ça en fait, je me dis. Tu sais, à un moment donné, on en parlait. Est-ce que Ronaldo reste ou est-ce que Ronaldo part? Ronaldo, c'est 87 millions d'euros par an sur les comptes de la Juventus. Ok, d'accord. Donc, si demain il part, ça nous fait faire quelques économies et potentiellement, ça nous laisse du budget pour pouvoir réaliser un mercato. Tu vois, c'est ça, tu vois, que je me suis posé comme question par rapport à Kiza. ben, ouais, non, mais je comprends, c'est légitime. Mais moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, comme je t'ai dit, hein, le point de vue économique, quand tu parles d'un joueur comme ça, il vaut rien par rapport au point de vue sportif. Enfin, selon moi, je veux dire, aujourd'hui, au point où on est la Juve, elle peut pas se séparer de Chiesa. Et selon moi, il faut garder ces joueurs-là. Et je pense pas Ouais, moi aussi. une possible vente de Chiesa pourrait débloquer totalement un mercato. Alors évidemment, il te permettrait d'acheter d'autres joueurs que Locatelli. Mais encore une fois, si tu lis tout ça au bon élément, c'est-à-dire d'un point de vue sportif, pour moi, ça serait une erreur monumentale. Parce que mine de rien, derrière, ça te garantit pas d'acheter le joueur que toi tu veux. Parce qu'après, il y a tout, il y a les négociations, il y a tout ça. Donc, ça serait un double risque. Donc, Chiesa doit absolument rester et il restera Mm. absolument. Oui. Moi, j'espère le voir faire ce saut de qualité-là, hein. Il y en a beaucoup. Il y a des discussions sur Twitter en ce moment qui nous disent que Kiza est incroyable. Et c'est vrai. Et je suis complètement d'accord avec eux. Toutefois, je pense qu'il n'a pas encore fait ce saut de qualité qu'il est en train de faire.
Je pense vraiment que Chiesa va devenir un Fuori classe et son Ça me parle seul, bien quand même. ouais, non, ça part super bien. Et en fait, je pense qu'il devrait travailler juste sur sa lucidité. On sait qu'il a un gros volume de jeu et qu'à partir d'un moment donné, quand il arrive au bout de ses efforts, en fait, il joue tête baissée. S'il pouvait juste un peu lever la tête et être un peu plus altruiste ou pouvoir se positionner, voir les positions de ses partenaires lorsqu'il est au bout de son effort, bah, sincèrement, je pense qu'il doublerait ses passes décisives et qu'il ferait ce saut de qualité-là parce qu'en fait, il donnerait des points à la Juventus, en tout cas. Ça, c'est mon avis. Après, peut-être que vous n'avez pas le même, hein, et c'est discutable, hein, les amis, hein. Ben, tu vois le niveau qu'il avait à la Fiorentina qui était quand même assez bon, mais on parlait pas de Chiesa comme la future star italienne. Et là, Mhm, la fin de la saison à la Juve, plus l'Euro, parce que l'Euro, tout le monde le demandait dès le départ. Et Mancini a mis 2-3 matchs pour changer d'avis et remplacer Berardi par Chiesa. Et on a vu Chiesa contre l'Autriche et après, il a été extraordinaire jusqu'au bout. Il a montré aux yeux de tout le monde qu'il était un des excellents joueurs italiens et futur très grand joueur en Europe. Quand mhm, on voit que tout le monde parle de Grealish et qui coûterait 116 millions à Manchester City si le transfert se fait, Chiesa a rien à envier à Grealish, très sincèrement. Et s'il avait un nom anglais, il coûterait 150 voire 200 millions. Donc, mhm, donc pour moi, Chiesa, il faut le garder et si on arrive mhm. à bien le gérer, ça serait la future star de la Juventus pour des années. Alors, attends, ça s'excite un peu dans le live. Alors, je pense que je me suis mal exprimé. En fait, les amis, moi, je suis pas hein, pour une vente de Chiesa, hein. Moi, je voudrais qu'il reste à vie, Chiesa, chez nous. Et je pensais, comme vous, comme toi, Vito, comme toi, Enzo, qu'en fait, ça va devenir un classe. Et ça, sur ça, il n'y a pas de débat. Je dis, moi, en tant que tout UV, Titou, et c'est normal que je pose la question, est-ce que s'il y a une grosse offre de 150 millions d'euros derrière, est-ce que vous pensez que potentiellement ça peut ouvrir un mercato et l'achat de quelques joueurs? Qui comme joueur, j'en sais rien. Est-ce que les dirigeants accepteraient? Non, visiblement non, parce qu'ils considèrent qu'il est intransférable. Et comme l'a dit, euh, Elvin, de toute façon, derrière, après, on a des négociations, t'es pas forcément sûr d'avoir le joueur que tu veux. Donc non, en fait, je pose juste la question pour pouvoir challenger, mais vous inquiétez pas, je suis pas fou et je partage la même chose que vous, les amis, hein. Moi, Chiesa, je veux le voir rester à vie et en plus sur le côté gauche de la Juventus. Lionel, toi, un petit peu, excuse-moi, je t'ai un peu coupé la chic. Tu sur Cristiano Ronaldo. Du coup, on a vu que tout à l'heure, Cristiano, en fait, il était. On attendait en tout cas on a vu des allers-retours, que sur lundi, en fait, il devait y avoir une, euh, des échanges avec la Juventus. On voit les médias parisiens qui s'excitent un petit peu, qui disent que c'est un peu chaud avec Ronaldo. Qu'est-ce que tu en penses un peu, toi, tout ça? Alors moi, plus les jours avancent et plus son retour à la continence arrive, moins je le vois partir. Sincèrement, je le vois pas partir une fois qu'il aura recommencé l'entraînement. Donc normalement, son Moi non retour doit plus. se faire lundi. Mm. Donc il reste 3 jours pour un départ de Ronaldo. Ça me paraît quand même compliqué à faire entre les négociations, tout ça. Donc pour moi, Ouais. Ronaldo restera. On parle d'une probable prolongation de contrat jusqu'en 2023 Mm. pour pouvoir étaler sa valeur résiduelle et avec une baisse de salaire de 10 millions où son salaire passera à 20 millions au lieu de 30 millions net. Donc ça peut être une solution parce qu'on voit quand même qu'il marque quand même beaucoup de buts parce que cette année c'est le meilleur buteur du championnat et le meilleur buteur de la Juventus. Mm. Il a toujours des stats énormes devant le but. Donc, Ouais, si c'est sa vrai. prolongation de contrat se fait et qu'il baisse vraiment son salaire à 20 millions, comme certains bruits le disent, ben c'est tout bon pour la Juventus parce elle passerait au lieu de 86 millions, je crois, à l'année à 50 ou 55. Donc, ça fait 30 millions d'économies sur une année. C'est énorme. C'est énorme.
Ouais, et dans le chat aussi, on parle beaucoup d'un échange CR7 Icardi. Est-ce que ça, c'est quoi? C'est des rumeurs? Est-ce que tu en as entendu parler, toi, Elvin, de ça, justement, de CR7 Icardi? Est-ce que tu as pu avoir des confirmations? Ben, je l'ai surtout lu et non, il n'y a eu aucune confirmation parce que, comme vous le savez, il n'y a eu aucun signal de la part de Ronaldo de vouloir partir. Donc la Juve est content que Ronaldo continue, quoi. Donc et puis Mm. non, non, pour l'instant il n'y a absolument rien. Et c'est vrai que non, il y avait des rumeurs justement, pas forcément un échange Icardi-Ronaldo. C'était des rumeurs Icardi plus Ronaldo, c'est-à-dire Ronaldo reste plus Icardi. Les amis, enfin je veux dire, c'est juste de la folie, ça semble juste impossible. Et puis non, cet échange ne se fera jamais puisque pour l'instant, enfin du moins pour l'instant, puisque Ronaldo sera de retour à la Cantina ce lundi pour débuter la saison avec la Juve. Mm. Dybala, on passe au dossier Dybala. Bon, Dybala, lundi, Georges Antoun est déjà arrivé. Il semble qu'il est atterri à Turin. Lundi, normalement, rendez-vous avec les dirigeants et la direction turinoise. Non, il n'a Qu'est-ce que pas vous en atterri. pensez? Il est attendu à Turin début de semaine prochaine. Début de semaine, ouais. J'ai pas lu tout à l'heure un tweet qui disait qu'il avait atterri. Bah, peut-être autant pour moi, j'ai peut-être mal compris. Du coup, attendu début de semaine prochaine pour la prolongation de Dybala. Prolongera pas, à quel montant? Euh, Est-ce que vous avez des indiscrétions? Moi, j'ai entendu parler de 10 millions d'euros en salaire. Est-ce que est-ce que c'est les mêmes informations? C'est le montant qui est avancé, plus bonus. Donc, ça serait 10 millions plus bonus. La Juve veut que Dybala reste et veut en faire sa pièce maîtresse. Dybala, après discussion avec Allegri, serait de plus en plus d'accord pour pouvoir aussi signer cette prolongation de contrat. Donc, toutes les parties ont l'air d'avoir la même volonté de prolonger. Donc, ça devrait être un accord qui devrait arriver au mois d'août, je pense. Parce que s'il n'y a pas d'accord d'ici fin août, là, ça risque d'être compliqué parce que là, Dybala va être en position de force et pourra négocier ce qu'il a envie parce que au mois de décembre, début janvier, il peut partir gratuitement où il veut. Hum, Donc, va falloir faire le forcing pour pouvoir le faire prolonger assez rapidement. hum. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, les amis. Non, mais moi, je suis extrêmement confiant sur le cas d'Ibala, un petit peu pour le cas Locatelli. Je veux dire, quand tu as l'envie des deux parties d'aller d'aller vers le mariage, entre guillemets, tu vois, as tout pour que tous les éléments afin que l'opération puisse se conclure positivement. Dybala, c'est pareil. Et si on se réfère aux paroles d'Agnelli, et pourtant Agnelli parle pour eux, mais quand il parle, généralement, c'est pour dire des choses qui sont concrètes. Quand il dit au mois de septembre, on a fait une offre pour Dybala qui le ferait rentrer parmi les 20 joueurs les mieux payés du monde. Cette offre-là, qui est arrivée en août, hein, d'après ce que je sais, elle était proche des 10 millions d'euros. Elle était peut-être même de 10 millions d'euros. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réponse de la part de l'entourage de Dybala. Maintenant, moi, je reste persuadé que le principal problème qu'il y avait pour Dybala, c'était Paratici, qui était pour moi l'ennemi numéro un de Dybala. Et d'ailleurs, comme par hasard, les négociations commencent à se dégoupiller quand Paratici part, donc tu vois, comme par hasard. Donc non, aujourd'hui, il y a tous les éléments afin que Dybala puisse prolonger. Selon moi, ça doit obligatoirement se faire avant le dîner, parce que pour une question aussi de confiance, pour une question de respect, ça doit se faire avant le premier déplacement à Udine. Mais encore une fois, je suis tellement confiant que cette opération se fera, quoi. hum. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, le dernier cas, Morata, restera une année de plus. C'est fait? C'est pourquoi? C'est fait? Ouais, Ça mais a été signé, ça a été officialisé au milieu ouais, de mais l'Euro. en fait, ma question c'est plutôt pourquoi? C'est plutôt pour faire le nombre, enfin, entre guillemets, non, pas pour faire le nombre cette année, mais pour s'assurer un numéro 9. Et l'année prochaine, il repart à l'Atlético. Ben déjà, un numéro 9 qui marque 15-20 buts comme Morata l'a fait et qui fait une dizaine de passes décisives pour 10 millions par an, parce que c'est ce que coûte Morata au niveau du transfert, c'est 10 millions. Et Mm, si je dis pas de bêtises, 5 ou 5 millions et demi en salaire. Il n'y en a pas beaucoup des attaquants Qui a de ce baissé, hein. niveau-là. Morata qui a baissé son C'est salaire ça, qui pour a venir baissé à la son Juve. salaire par rapport à l'Atlético Madrid. Donc il n'y a pas beaucoup d'attaquants pour ce prix-là. Donc il fallait prolonger son prêt comme c'était déjà prévu il y a un an. Voilà, après on va voir cette saison ce qu'il va faire parce qu'il y a une option d'achat à 35 millions d'euros.
qui est quand même assez élevé pour un joueur qui aura 28 ou 29 ans à la fin de la saison prochaine. Donc voilà, s'il continue sur ces chiffres-là, et voire même qu'il s'améliore, ça peut être une bonne chose de l'avoir prolongé. Après, voilà, l'année prochaine, 35 millions, il faut voir s'il n'y aura pas d'autres attaquants plus jeunes avec des meilleurs stats qui partiront. Là, par exemple, cette année, Malen risque de partir à Dortmund pour le même prix. Et voilà, on risque de rater Malen pour une saison. Quoi. L'année prochaine, à 35 millions, j'aurais plus mis des sous sur Malen que sur Morata. Mais Morata connaît l'ambiance de la Juventus, connaît Allegri, Allegri connaît Morata. Ça peut faire tout aussi bien, voire mieux que la saison dernière. Bon, allez, dernière question, les amis. Pour toi, Elvin, justement, une question du chat. Peux-tu m'expliquer pourquoi on achète beaucoup de U23 ou de U18 et pas garder l'argent pour Locatelli? Car de toute façon, les jeunes de la Juve, à part Marquisio, ne percent pas à la Juve. Vous inquiétez Question. pas. L'argent pour Locatelli, la Juve, elle l'a. Enfin, je veux dire, les 40 millions, c'est pour ça que c'est l'unique objectif à l'heure actuelle, l'unique priorité. Vous inquiétez pas, Locatelli arrivera, les amis. Enfin, je suis tellement confiant là aussi que Locatelli arrivera et la Juve mettra l'argent qu'il faudra pour Locatelli. Maintenant, pourquoi la Juve achète beaucoup, c'est vrai, pour les U23, tout simplement parce qu'elle veut développer un secteur qu'elle a ouvert il y a 2 ans et c'est le premier club italien à avoir ouvert un secteur de U23. Donc, il faut continuer ce secteur-là, le poursuivre. On parle d'un club qui est jeune au niveau du 23, je veux dire 2 ans, c'est rien du tout. Les Youth, c'est des bébés dans ce secteur-là. Donc, il faut continuer à les développer. Pour ça, il faut investir et c'est ce qu'il a fait. Et pourquoi pas, soit en faire exploser, chose qui est pas arrivée encore aujourd'hui, et pourquoi pas après derrière en revendre. Donc, non, c'est une stratégie qui me semble correcte. Il faut pas. Je comprends que le Tifoso Bianconero il est énervé de dire qu'il y a tellement il y a 2 officialisations par jour au niveau des 23 et que au niveau de la direction de l'équipe première, ça dort. Ne vous inquiétez pas, Locatelli arrivera, vous inquiétez pas. Puis c'est pas les mêmes budgets hein, quand tu recrutes un joueur Oui, voilà. prometteur, etc. Et puis derrière aussi, tu peux faire aussi du trading, ce qu'on appelle, c'est de la revente. Comme on a fait avec Marseille notamment, ça fait du plus et du moins sur un bilan. Et parfois, ça nous permet aussi de nous sauver les fesses et de récupérer quelques centaines de milliers d'euros, voire même 1 million d'euros, qui va nous permettre d'acheter un autre joueur derrière pour l'équipe A. Donc, Et puis non, il n'y mais a pas puis de. l'argent qu'a l'équipe première, c'est pas l'argent C'est ça, comme l'argent le disait Vito. que fixe le président ou qui tu veux pour l'équipe première, c'est pas le même budget qui sera pour les 23. C'est différent. Non, mais d'accord. Alors, Chaque équipe comme a dans un une, budget comme alloué dans pour une les entreprise, transferts. Voilà. Et et effectivement, comme dans une entreprise, chaque service a son budget. Et en même temps, quand tu as le budget général, enfin après, ça intègre un budget qui est global à la Juventus. Et quand t'as des pertes ou quoi que ce soit, bah tu dis bah tiens, je vais, comme c'est le cas aujourd'hui à la Juventus, je vais actionner ça du côté des jeunes pour pouvoir faire de la plus-value et peut-être me dégager un autre budget pour aller acheter un autre joueur, je sais pas, chez les femmes ou chez les hommes. Il faut voir ça de manière globale, même si au départ, chaque équipe a son budget quand même. Mais derrière, ça rentre dans la même bourse. Si vous voulez, c'est une bourse avec qui est compartimentée, quoi. Non, je ne suis pas énervé. Lol, c'est Enzo Solo Juve qui dit ça. Mais si, Enzo, t'es tout le temps énervé, toi. Non, je rigole. On rigole, mon ami, on rigole, mon ami. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous et merci de nous avoir fait un coucou d'Espagne ce soir. Les amis, on arrive au bout de ce live. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et Elvin, je te laisse. On va te revoir, toi, on te voit tous les jours euh, avec un petit format podcast de quelques minutes. Malheureusement pour vous. Mais non, avec heureusement, plaisir, avec grand mais plaisir. Non, avec pour vous, plaisir, pas que Elvin. pour vous, pour tous ceux qui ils voient trop ma tête, ils se disent ah mais On le voit tout le temps. On a quand même fait 1h20 hein, finalement sur un mercato qui n'existait pas entre guillemets, donc c'est vraiment énorme. Ça sera rediffusé à partir de ce soir ou peut-être demain matin en tout cas sur YouTube. Elvin, est-ce que tu veux faire un petit peu de pub pour toi là demain, nous dire un petit peu ben ce que tu vas nous présenter? demain vidéo YouTube comme d'hab. Bon, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Demain, oui, on va évoquer un petit peu les premières indiscrétions qu'on a sur la tactique d'Allegri, voir un petit peu comment il a commencé à préparer les choses.
la forme des joueurs, comment sont arrivés les joueurs, Perrin notamment, qui est très bien arrivé, Pellegrini, McKennie, etc. Et essayer de comprendre où est-ce que pourrait jouer Dybala, tout ça. Donc voilà, essayer d'avoir une petite première, c'est compliqué, hein, surtout au mois d'août, début juillet, pardon, d'essayer d'avoir un premier aperçu sur ce que pourrait nous proposer Allegri. Salut Giuseppe, il y a Gigi Souf avec nous, Gigi Souf que vous pouvez voir tous les jours, hein, justement sur sa chaîne Twitch, sur sa chaîne YouTube, que vous pouvez suivre sur sur Twitter, mais également c'est le présentateur officiel de la chaîne Juventus. Et ça fait plaisir de t'avoir et tu viens quand tu veux, Giuseppe. Vraiment, ça fait hyper plaisir. Lionel, tu veux faire un petit mot de la fin pour le chat? Ben, je les ai remerciés là directement sur le chat, mais je voulais les remercier parce qu'ils ont été quand même assez nombreux ce soir. Ils ont participé beaucoup, ils ont posé de très bonnes questions et on a pu essayer d'y répondre. Donc Ouais. c'était cool. Merci d'être là ce soir. La semaine prochaine, je sais pas encore le jour, on essaie de vous préparer encore un live spécial Mercato avec des invités spéciaux. On vous en parlera un petit peu plus tard dans la semaine. Mm. Ça peut être sympa, surtout s'il y a quelques pistes qui se décantent d'ici là. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir. Ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas parlé de la Juventus. C'est un énorme Mm. plaisir de reparler de notre club de cœur. Et comme le disait Giuseppe, on parle trop, mais quand on parle de la Juve, c'est sûr qu'on parle trop. Ouais. Donc Yeah. voilà, merci encore d'être avec nous et le maillot, ouais, Giuseppe, le deuxième maillot, il est extraordinaire. Bientôt, il Une vraie sera dans ma pépite. collection, ça c'est sûr et certain. Une vraie Ce maillot pépite. noir, là, il est très très beau. Donc voilà, En tout merci encore d'être avec nous. Comme le disait Titou, allez vous abonner sur la chaîne d'Elvin sur YouTube. cas, Il fait des super vidéos de 10-12 minutes qui sont parfaites. le format est top. Suivez-nous sur YouTube, sur Twitch. Vous savez que si vous prenez un abonnement à notre chaîne, nous, on veut rien prendre. Tous les abonnements tout l'argent que nous, on peut faire via Twitch seront donnés à des associations pour des enfants des hôpitaux. Voilà, si vous connaissez vous aussi des associations, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Donc, tous les abonnements qui sont pris à notre chaîne seront vraiment pour des associations et vraiment à but caritatif. Nous, on ne veut rien toucher comme argent Ouais, là-dessus. C'est juste du plaisir de parler de la Juve avec vous. exactement. Merci Lionel. Et je tiens à remercier également de mon côté tous les présents sur le chat ce soir qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube, mais également à celle de Giuseppe et celle d'Elvin. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel et ça fait toujours plaisir pour notre travail. Je vous remercie. Des bonnes nouvelles, Elvin. Effectivement. Non, Bon, on me taille. Mais les amis, je ne suis pas à vous inventer. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, en ce moment, sur la non, mais Juve. c'est bien, au moins on donne un état des lieux à instant T. Enfin, je veux dire, il n'y a rien Non, à dire, quoi, tu vois. moi aussi, tu vois, j'aimerais parler d'un Milinkovic-Savic qui arrive à la Juve, d'un Pogba, tout ce que vous voulez. Mais non, Oui, mais on peut pas. malheureusement, on doit se contenter d'un coach Cholo qui arrive avec les 23, c'est tout. Mais Voilà, et c'est d'ailleurs, ça. je voyais que ça taillait sur mes phrases Canal Parfait, tout ça. Donc. Ça m'a fait rire, ça, de Vito. Canal Mais parfait il est, sur la Juve. non, mais franchement, il est énorme. Elvin. Bon, les gars, je vous fais des gros bisous en tout cas. Et je vous dis à la semaine prochaine avec deux invités extraordinaires. Il y aura Elvin également avec nous, mais peut-être d'autres invités, peut-être deux, dont un qui vient d'Italie, pour vous parler aussi du mercato et j'espère avec des nouvelles assez fraîches, des gens aussi très très bien informés. Donc, on vous embrasse et on vous dit bonne soirée. Ciao et forza Juve. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao, Forza Juve. Ciao, ciao.